organisations syndicales ont accepté de se mettre autour d'une table pour essayer de renouer le dialogue social. Donc on avait eu la faiblesse de croire que l'injonction de justice s'était levée. Ben pas du tout. Pas du tout. L'État français, à travers le commissaire, est venu nous rappeler qu'on est toujours sous le coup de la loi et qu'à tout moment, les CRS peuvent intervenir. Voilà. Et après le groupe n'arrête pas de crier à tue-tête. Nous voulons le dialogue social. On en appelle à la raison les syndicats. Remettez-vous autour d'une table. Avec qui? Avec les CRS? Ah ben le combat continue les amis. Ouais! Il faut arrêter là. Vous êtes rentrés, vous êtes déjà rentrés à l'intérieur. Ouais, ouais. Prends la caméra, on y va là. Ils veulent pas les caméras. Il y a un camarade qui a été blessé là. Vincent, il a été blessé. Il est là. Allez, on va aller visiter le ciel parisien et voilà, on va aller faire une petite balade là-bas. On coupe là. Tu veux que je te balance la fête, c'est ça? On en parlait, le truc il est déjà sorti, est-ce qu'on le fait? Ouais, mais le problème c'est que moi je n'ai pas le mandat de l'intersyndicale pour le balancer quoi. Bon, on verra ça. Vous le savez. Le Parisien le sait, les camarades ils ne le savent pas. En tout cas, ça prouve qu'ils ne lisent pas le Parisien. Ouais. C'est une bonne chose de ne pas lire le Parisien. Journal de merde. Ça va passer. Ça c'est fait, ok. J'ai pour habitude d'assumer ce que je dis. Alors donc jeudi, c'est à Paris, c'est quoi le plan? Ben, comme il fait beau, on a prévu d'aller faire un barbecue devant la permanence de Nicolas Sarkozy. On va l'inviter à manger une merguez avec nous. Puisque nous, on a bien entendu son discours et il a dit à la France entière que son bureau était grand ouvert à qui voulait le voir. Ben, justement, ça tombe bien, on veut le voir et on veut lui faire partager une merguez avec nous. Et en même temps, on va profiter de ce petit barbecue sympathique pour qu'il nous explique ce qu'il compte faire pour pérenniser le site de Florence. Petite discussion entre amis. Vous attendez quoi? Vraiment une discussion? Vous pensez qu'il va faire des propositions? Vous pensez que ça va être utile? Ah ben évidemment que ça va être utile. Je veux dire, nous, on va lui demander c'est quoi. Alors, on a juste un problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est le candidat qui va nous recevoir ou c'est le président. Mais on s'adressera aux deux. En tant que président, il a annoncé qu'il ne peut pas y avoir d'économie forte sans sidérurgie forte. Dans ce cas-là, on va demander au président que compte-t-il faire avant la fin du premier tour électoral. Et puis après au candidat, on va lui demander si toutefois vous êtes réélu, que comptez-vous faire pour pérenniser justement la sidérurgie française et notamment Lorraine. Si Nicolas Sarkozy ne vient pas à Florence, c'est Florence qui viendra à Nicolas Sarkozy. Exactement. Puis nous, on écoute notre président. Il a dit que son bureau était ouvert, on va aller, on s'invite. On va prendre le petit déjeuner avec lui, puis après on va l'inviter à manger le barbecue avec les sidérurgistes lorrains. On a plein de choses à lui dire. L'objectif, c'est de l'obliger enfin à évoquer très directement avec vous l'avenir de Florence. Vous ne repartirez pas sans garantie. L'objectif, c'est de lui faire comprendre que les 17 millions ne suffisent absolument pas à pérenniser le site. Que les 17 millions, c'est moins de 5% des besoins que nous avons sur cette industrie. Et il faut qu'il aille plus loin encore. On a compris que le pouvoir n'est pas ici à Florence. Le pouvoir, il est à Londres. Il est chef de l'État français. Il n'y a que lui qui peut interpeller en direct M. Mittal et c'est lui imposer un certain nombre de choses. Voilà le message qu'on va lui faire passer. L'ambiance ne sera pas forcément très amicale à ce barbecue alors. À mon avis, la merguez risque d'être amère. Ouais. De deux choses une, c'est soit il est là, il vous accueille, soit il n'est pas là tout simplement, soit vous êtes refoulé quoi. Vous allez réagir comment si vous êtes refoulé? Ben là, on prendra la France à témoin quoi. S'il ne peut pas dire dans son discours et partout dans les médias que son bureau est ouvert à qui veut bien venir discuter, débattre avec lui, et il ne peut pas en même temps, il faut savoir ce qu'il veut faire. Est-ce que c'est le président qui va nous bloquer à l'entrée de Paris ou est-ce que c'est le candidat qui va nous empêcher de venir? Dans les deux cas de figure, il faudra qu'il s'explique. Nous, on y va pour débattre. On n'y va pas dans un esprit, je veux dire, on n'a pas d'animosité, pas d'agressivité. On veut débattre en direct avec lui. On veut éviter tous les intermédiaires. Mais effectivement, s'il donne des consignes pour nous bloquer à l'entrée de Paris, on prendra la France à témoin il faut qu'il s'en explique. Pas débloquer, que vous pensez que ça va suffire à sauver le site. Et puis, parce qu'il y a une grosse question actuellement,
c'est les Belges, ils ont raison, de battre pour leur site, sont en pleine bataille avec l'aide de leur gouvernement pour obtenir le carnet de commande de packaging. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, par exemple? Bon, là-dessus, sur cette dernière question, je crois que la direction a échangé avec vous dans Elle nos n'a pas réunions. répondu. Et bien, moi, j'ai pas plus de réponses aujourd'hui sur ce sujet-là. Et là, les investissements, ben, par contre, là, on en a promis, les deux investissements en particulier, je n'ai parlé de 2 millions pour préparer le redémarrage, et les deux autres investissements, on est en train de travailler dessus, les groupes travaillent sont constitués, les dossiers techniques sont en train d'être construits, il y avait un premier brouillon, mais ils sont en train d'être construits de manière à pouvoir lancer plus vite les commandes. Et donc vous confirmez bien que si les travaux se font, ça ne sera pas au plus tôt, dans 1 an, au plus tôt. C'est bien ça le délai. Ce que je peux vous dire, et là je parle du projet que je connais personnellement mieux, qui est celui au couplage, la cellule laser qu'on vous a promis. Évidemment, il y a des délais de livraison d'une douzaine de mois, ce qui veut dire qu'il faut passer les commandes maintenant. On est en train de préparer les commandes, mais oui, avant que la soudeuse va être installée, ça va prendre plus d'1 an. Ça c'est clair, oui. Merci d'avoir rebondi là-dessus, mais alors la soudeuse laser, on en a parlé ce matin, on en a parlé hier, on a soulevé là, c'est très bien. Alors dans ce cas-là, comment compte faire le groupe pour laminer des bras Musibor si on nous refuse l'investissement nécessaire, indispensable au train chaud? Ça veut dire qu'on n'aura plus de brames, ça va être des bobines d'Usibor qui vont venir de Dunkerque, c'est ça? Aujourd'hui, on reçoit des brames d'Usibor de Dunkerque, on lamine des coils, c'est laminer des coils d'Usibor. Il y a vrai, ce qui est vrai, c'est qu'on arrive aux limites. Ah. La question est à... Oui, bon, ensuite la question est à savoir, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de commande qui dépasse nos limites. Et on n'a pas dit que l'investissement au train chaud ne sera jamais fait. Il est dans la, comment dire, Dans les cartons. dans les cartons, dans les tuyaux normaux du groupe. Il poursuit tout simplement son chemin normal. Hein. Il a été proposé et le groupe se prononcera à un certain moment là-dessus. Il suit son chemin normal. Il n'y a rien qui a été repoussé sur cet investissement. Ah, mais attendez, vous qui êtes patron du train froid, le packaging, une question qui a été posée à Thierry Renaudin l'autre jour, est-ce que le packaging peut être rentable avec une seule ligne d'étamage? Répondez à cette question simplement. Allez, on va pas hypothéquer sur est-ce qu'on va perdre la totalité du carnet de commande. Simplement, est-ce que le packaging à Florange est viable avec une seule ligne d'étamage? C'est une question qui a été posée à Thierry Renaudin. Vous qui êtes patron, qu'est-ce qu'il a... Non mais justement, l'intérêt c'est pas que je vous dise ce qu'il a répondu, l'intérêt c'est que vous qui savez, qui êtes du métier, que vous nous répondiez, c'est ça l'intérêt. Écoutez, la question du packaging, c'est une question qui dépasse le site de Florange, parce que c'est une question de la rentabilité du packaging en général. Donc ça veut dire que si c'était pas rentable à 2 lignes, ça serait encore moins rentable à 1 ligne. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de cadres qui sont plus là, ils sont partis. Oui, mais dommage. On aurait aimé quand même qu'ils entendent la réponse du patron du train froid, quoi. Excusez-moi, mais les commandes, s'il vous plaît, c'est pas pour qu'il n'y en a pas, ou le patron il essaie de les faire ailleurs. Parce qu'il y a aussi de certaines que les commandes se font ailleurs. Vous dites non? Non. Ça fait 40 ans que moi je connais la combinaison, s'il vous plaît, monsieur, je vous le dis. Que les commandes, le patron il veut y faire où ça le convient à lui. Parce qu'ici, la Zola, depuis 42 ans, elle a toujours tourné. Pourquoi aujourd'hui, tout à coup, il n'y a pas de travail? Pourquoi? Ça n'existe pas. Et il y a quand même une usine qui gagne de l'argent, celle-là ici. Vous n'êtes pas en déficit. Vous gagnez un peu moins, mais il gagne de l'argent. Donc les commandes, lui, le patron, veut gagner encore plus, il les fait faire en Pologne, ou il les fait faire où il veut, au Brésil, la dole galvanisée. Pourquoi elle a fait tourner au Brésil? C'est nous qu'on a appris à travailler, les gens du Brésil. Et nous, maintenant, si on et vous dites la même chose. Vous avez le droit de vous défendre, et vous ne comptez pas, parce que si tout le monde y coule, vous coulez aussi. Il n'est pas coupable. Non. Moi, j'ai son fond comme vous, mais c'est normal. Il a au moins le courage de venir. Oui, d'accord, c'est quand même bien, il faut dire merci. Mais il faut dire au patron, ici, c'est une région qui a toujours donné du travail à tout le monde. Et alors, pourquoi on a fait mourir comme ça, comme rire? C'est pas juste. Normalement, c'est pas juste. Ah, voilà. C'est la plus chose, c'est la simplicité. Ça, c'est des travailleurs. On a toujours travaillé. On a les enfants, on a les parents, on a les maisons.
On s'est intégré. Moi, je suis italien, je suis un napolitain, je parle en dire. Même je Fiat, oui, Fiat. Mais je vous le jure, hein, il faut être honnête. Donc, il faut penser à tous ces ouvriers. Encore les jeunes, ils n'ont pas de travail, ils vont le trouver ailleurs. Mais les pauvres qui sont ailleurs, vous savez, ils sont émigrés comme j'ai émigré moi, ça ne fait rien. Mais les pauvres jeunes, qui ont 54 ans, 55 ans, où ils vont, c'est là, où ils vont. Sarkozy l'a dit hier soir, il met au chômage. Au chômage, comme il s'est dit. Ah non! C'est bon, ça vient de Il y a des questions auxquelles M. Javier ne peut pas répondre. On va bien voir, monsieur Tella. On vient de se voir il y a quelques temps. Sur la pérennisation de la filière à froid, en dehors de l'aspect packaging qu'Edouard a évoqué, à laquelle vous avez répondu par une question de réponse globale, sur la pérennisation des produits d'avenir que sont l'usibor, on a donc évoqué la question du train à chaud et du fait que la modernisation nécessaire du train à chaud et les tuyaux, et on n'en sait pas plus. Par contre, il y a quand même quelque chose qui est important en vue de cette pérennisation, c'est quand même l'adéquation la meilleure par rapport à la filière liquide pour satisfaire durablement et correctement nos clients allemands en référence au taux de phosphore que nous sommes capables de faire avec la filière liquide Lorraine, qu'actuellement la filière liquide la Querquoise n'est pas capable de faire. Elle est néanmoins dans les clous de la fourchette de tolérance admise par nos clients allemands, mais on est en train de flirter avec la frontière. Donc là, le premier problème, c'est que c'est la pérennisation de ce produit. En ne décidant pas de redémarrer la filière liquide Lorraine, on prend un risque d'insatisfaire gravement nos clients et de ne pas pérenniser. Et vous parlez bien. Vous savez quand même qu'on investit largement sur ce produit. Cette année-ci, on est en train de faire des investissements sur la ligne de galvanisation, qui se chiffre autour de 7-8 millions quand même. Donc là, on vient d'accorder l'investissement sur la soudeuse laser qui se chiffre encore une fois à 8 millions d'euros, qui sont des investissements sur un seul produit pour pérenniser le site. Bon, ensuite, juste, je vous invite, et je ne vais pas vous ennuyer avec les statistiques, mais il y a aussi une réalité économique à regarder. Je vous invite par exemple, et là c'est tout simple, regardez le nombre d'immatriculations de voitures en France en janvier, février cette année par rapport à l'année passée, et vous comprenez que la demande, elle est tout simplement pas là, et c'est bien ça la réalité à laquelle on fait face aujourd'hui. Il y a trop de capacité de production par rapport à la demande, qui est en train de baisser. Donc nous on avait demandé au minimum, franchement on était vraiment dans le minima, on a dit à M. Renaudin, au titre de la direction générale, de garantir au moins une perspective en disant, comme il dit verbalement c'est une fermeture temporaire, donc de garantir par écrit qu'au minimum pour une durée d'un an, il n'y aura pas de fermeture partielle ou totale du site de Florange. Savoir que l'entreprise existe depuis 1947 et qu'elle est sur un terrain industriel qui date des deux Vindel. Donc il y a des générations de gens qui ont pu travailler ici. Donc ma question est très simple, que pensez-vous vous, en tant qu'homme, quand un patron ne vous donne pas de perspective, même pas à un an, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous en faites un principe qui est admissible? Et est-ce que pour vous, les salariés doivent accepter ça sans rien dire? Sur la question, vous avez reçu la réponse de la direction. La position de la direction n'a pas changé entre vendredi et aujourd'hui. Je crois que vous connaissez la réponse. Bah, c'est laquelle? C'est laquelle? C'est quoi la réponse? On ne sait pas c'est laquelle. C'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? Là, Vous étiez là. on vous agressera pas, il y a les gens qui n'étaient pas là. Dites la réponse de la direction d'ArcelorMittal à leurs collaborateurs. Écoutez, vous étiez là, donc je vous invite à la répéter. Parce que moi, Il n'y a eu aucune réponse. Vous n'allez pas avoir peur, on vous fera rien de tout ça. Allez-y. Vous avez un problème de conscience à répondre? Non, je n'ai pas de problème de conscience. Aujourd'hui, on est dans un dispositif de fermeture temporaire. On reste dans ce dispositif de fermeture temporaire. Et voilà, c'est tout. Donc si là, on reste dans ce dispositif, en espérant un retournement de la conjoncture qui nous permette de redémarrer. Des nouvelles de vous, de la direction, auprès des salariés qui attendent beaucoup de choses de vous. Pourquoi ne pas le faire, ne pas l'avoir fait avant? Là, je vais dire ce que j'ai dit avant. Le dialogue
Il existait avant, il existait pendant, on a quand même parlé avec vos représentants. Ensuite, la direction n'aime pas négocier sous la contrainte. Ouais, mais au bout de... On a eu juste la semaine dernière de vos nouvelles auprès de la direction. Pas avant. 3 semaines de campus, dans 3 semaines de campus, on n'a pas eu, on n'a rien eu de votre part, de la part de la direction. Un simple mot, dire à tous ces salariés qui attendent, qui sont tous en panique de la situation. C'est ça qu'on attendait de vous, c'est que vous rassurez tous ces salariés. On ne fait pas ça parce qu'on s'est levé un matin, on se dit on va faire ça. Non, les salariés ils sont tous inquiets. Encore à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas les rassurer parce qu'on n'a pas de nouvelles de la direction. Bon, votre demande pour essayer d'avoir plus de nouvelles de direction. Voilà. C'est un dialogue, on attendait un dialogue de la direction. Ce dialogue qu'il y a, c'est... Voilà, c'est un dialogue de sourds. On attendait de la direction, des choses concrètes et dire, voilà, rassurez-vous, je ne sais pour X raisons, voilà, ce qu'on nous envoie, c'est les CRS. Pour nous, c'est pas un dialogue. Pour nous, c'est pas un dialogue. Nous, un dialogue, c'est on se met autour d'une table, on discute avec tous ces salariés qui attendaient. Regardez, vendredi, on a demandé que M. Renaudin descende derrière une grille. Il n'a même pas été capable de rassurer tous ces salariés qui étaient là. Ça coûte quoi? De dire, voilà, la situation, elle est critique ou peu importe. Qu'ils disent, voilà, rassurer les agents. On n'est pas là, voilà. On a manqué ces personnes. Il n'y a pas le droit. Pour que tout le monde puisse tourner et qui prévoyait de tout faire pour éviter que les salariés perdent de l'argent. Qui a décidé de remettre en cause l'application de cet accord alors qu'il est toujours en vigueur? C'est pas la Fédération européenne métallurgie, c'est pas les représentants des syndicats d'Arcelor, c'est Vital. Deuxième intervention, je voudrais quand même contester votre donnée économique. C'est le directeur du site de Florence qui a reconnu lors d'une réunion à Metz que le groupe refuse des commandes qu'elle estime pas assez rentables. Donc il y a le marché et il y a ce que Arcelor décide de récupérer en termes de commandes. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, si le marché était si catastrophique que ça, ben pourquoi ArcelorMittal décide d'acheter des Bram à Célestal et y compris au Mexique? On a les capacités en Europe et en France pour construire des Bram, il suffit de redémarrer la filière liquide de Florence. Donc le marché n'est pas si catastrophique. Concernant le problème des voitures, la prime à la casse, elle a favorisé les petits modèles. La chambre patronale de l'automobile a textuellement déclaré en disant que la fin de la prime à la casse, le marché va revenir sur des modèles moyens. Modèle moyen, qui dit modèle moyen, dit plus d'utilisation d'acier. Donc il peut y avoir en volume une diminution, mais en utilisation, il peut y avoir une augmentation de la part d'acier dans l'automobile. Donc il ne faut pas oublier cet élément. Et après, on fera le bilan. L'année 2011, on a vendu plus de voitures qu'avant la crise. L'année 2011, plus de voitures qu'avant la crise. Il faut arrêter. Il n'y a pas de surcapacité de production en France et en Europe. Ce qu'il y a, c'est la maladie que les groupes développent, c'est la financiarisation de l'économie qui a pour objectif de favoriser le profit au détriment des réponses aux besoins des territoires, des pays et de l'Europe. Maintenant, il y a des moyens pour faire autrement. Les résultats d'Arcelor, c'est 2,3 milliards de dollars. Les actionnaires qui ont dilapidé en 2010 86% des résultats nets, ils vont en prendre 53% des résultats nets. Et nous, on dit que cet argent qui est créé par les salariés, de l'OS à l'ingénieur, par tous les sites de France et d'Europe et du monde, doivent être utilisés pour investir dans nos outils sur l'aspect industriel, mais aussi l'aspect social. Parce que quand des salariés, avec des BTS, ils gagnent 1100, 1200 par mois net, vous croyez qu'ils ont les capacités de pouvoir consommer, de pouvoir développer, de pouvoir avoir une visibilité pour eux et leur famille? Le risque qu'il y a, c'est que ces jeunes-là, ils partent ailleurs et qu'on se prive de compétences indispensables pour continuer à réaliser sur notre site des produits de qualité. Et on regrette, c'est que c'est Mittal qui met des freins à ses atouts. C'est Mittal qui compromet ses atouts. Et nous aujourd'hui, dans l'intersyndicale avec les salariés, on dit que notre site a des atouts.
mais qui demande des investissements industriels, qui demande le redémarrage de la filière liquide et des tabacs, et qui demande des investissements humains. Pour les gens d'Arcelor, pour les sous-traitants et pour les intérims. Et les intérims, ça passe par l'embauche, parce qu'on ne peut pas continuer au train chaud, parce que des intérims même sont des lamineurs, ont des postes de laminage de réversibles, et qui soient intérimaires et précaires, et qui soient jetables à tout moment par la politique de la direction. C'est ça qu'on veut contester aujourd'hui. Et c'est ça qu'on veut mettre au centre du débat. On conteste la politique industrielle de Mittal. Les salariés, ils ont des idées, leurs représentants, ils ont des idées. Ils veulent vous réaffirmer qu'il y a possibilité de faire autrement dans cette entreprise. Mettre l'économie au centre de l'humain. C'est ça, pas l'économie au centre des actionnaires et des financiers. Monsieur Zalberti, vous le savez très bien, vous êtes un industriel, vous êtes de la sidérurgie depuis longtemps. Vous parliez tout à l'heure de baisse des commandes. Simplement en deux mots, en 2007, 2008 même, le groupe ArcelorMittal et de la bouche même de monsieur Michel Wurth, il a dit, dans ce monde, pas une tonne d'acier ne doit échapper au groupe ArcelorMittal. Ils avaient une optique de gagner des parts de marché, ils étaient dans le volume. La crise a fait que M. Mittal et son groupe veut montrer à la terre entière qu'il est le seul industriel capable de reverser un très haut rendement à ses actionnaires. Et donc il a fait le choix du prix de revient plutôt que du volume. Et je rappelle quand même que depuis fin 2009, le groupe ArcelorMittal a perdu de manière volontaire, parce que soi-disant c'est nous qui voulons casser l'outil, 3 millions de tonnes, M. Zalberti. 3 millions de tonnes d'acier, et là on est en train de reperdre encore des parts de marché parce que monsieur il préfère ne garder que les commandes les plus rentables et les autres il est prêt à laisser à la concurrence. Et évidemment ça l'aide à justifier sa stratégie. Lorsque vous parlez, moi franchement ce qui nous inquiète, et c'est pas vous qui êtes visé personnellement, vous l'avez bien compris, ce qui nous inquiète c'est que des cadres, des hauts dirigeants de ce groupe là malheureusement répète le message de M. Aditya Mittal, j'ai envie de dire entre guillemets bêtement. C'est que c'est le groupe qui a fait le choix de laisser certaines commandes à la concurrence parce qu'il les estime pas assez rentables. Alors qui est en train de tuer l'industrie sidérurgique en Europe? Nous ou M. Mittal à travers sa stratégie? On a très bien compris que lui ce qu'il veut, c'est les commandes les plus rentables. On sait qu'il a même refusé des commandes packaging parce qu'il les a pas estimées assez rentables. On sait qu'il a refusé des commandes pour l'automobile parce qu'il les estime pas assez rentables. Il a reconnu, enfin, il a reconnu que l'année dernière, on a perdu des parts de commandes parce qu'ils ont refusé des commandes qu'il n'estimait pas assez rentables. Et c'est aussi pour ça, et surtout pour ça, qu'il arrête 9 hauts fourneaux en Europe. Parce qu'il veut limiter l'offre. Donc c'est lui qui se tire une balle dans le pied. Parce que, vous savez pourquoi il a perdu 3 millions de tonnes de capacité de production? Parce que c'est le seul site au monde, je dis bien au monde, qui a tellement anticipé la crise, qui a tellement arrêté d'usine, que lorsqu'au moment, la reprise, vous savez que ça va prendre, vous? Personne ne le sait. Ça peut prendre demain. Eh bien, vous savez qu'une usine comme les nôtres, on ne les démarre pas comme ça du jour au lendemain. Eh bien, à chaque fois, on a regardé les trains passer et on a perdu des commandes parce qu'on n'avait pas les outils qui étaient prêts à répondre aux besoins du marché. Voilà une des raisons, et voilà la raison principale pour laquelle la crise s'accentue plus chez ArcelorMittal que chez les concurrents. Le groupe Salzgitter, l'allemand, en pleine crise de 2009, ils ont investi 1,5 milliard d'euros dans ces outils. Ils ont tout rénové. Hauts fourneaux, aciérie, coulée continue, laminoir, en pleine crise. Il y avait quelques collègues qui étaient avec nous, on a été à Salzgitter, nous on pâlissait tellement on était jaloux de leurs beaux investissements. Et le patron allemand, vous savez, on parle de l'Allemagne, c'est qu'est-ce qui explique le dynamisme allemand? Qu'est-ce qui explique cette bonne santé financière? Qu'est-ce qui explique cette bonne santé industrielle? Il nous a répondu une question, il nous a fait une réponse d'une limpidité et d'une logique implacable. On profite de la baisse de conjoncture pour nous remettre à flot, pour avoir des outils hyper modernes, et quand les commandes reviendront, on sera plus performant que la concurrence. Et ça marche. Ils vendent de l'acier, monsieur Zalberti. Ils en vendent, malgré la crise, ils en vendent. Et vous avez vu, vous parlez de la crise automobile Audi, qui est client chez nous. 15 milliards de bénéfices. Eh ben, chaque salarié d'Audi va toucher une prime de 7 000 euros, monsieur.
Encore une fois, l'autonomie se porte pas si mal que ça. Donc voilà, donc c'est pas nous qui voulons tuer l'industrie, c'est la stratégie purement financière. Et je sais qu'au fond de vous-même, je sais bien, franchement, honnêtement, encore une fois, et de tout cœur, merci, vous avez au moins, vous, le courage de venir discuter avec nous. On sait que vous n'avez pas les réponses à nos questions, malheureusement, vous n'êtes pas non plus mandaté pour ça, mais rien que le fait d'avoir osé venir, vous avez vu, personne nous a agressés, on essaie de comprendre la situation. Thierry Renaudin n'a même pas eu ce courage-là. Il n'a même pas eu ce courage-là. Mais je sais que vous partagez notre analyse. Vous ne le direz pas, évidemment, parce que sinon vous êtes licencié sur le champ, mais je sais que vous partagez notre analyse. Donc nous, on ne veut pas que vous soyez licenciés, on veut simplement que des gens comme vous vous battiez, pas en portant nos drapeaux, mais là-bas, votre rôle de directeur. Et je profite pour passer ce message-là, Madame Anita Bonnard. C'est pas de nous enfoncer, hein. Le verre est dans le fruit, hein. Ce qu'on a besoin, c'est tous ensemble, tous soudés, coude à coude, pour sauver notre outil, parce que c'est un bel outil. Voilà ce qu'on vous demande, tout simplement. Et j'espère que le message a été entendu. Mais je peux vous assurer, évidemment, que la direction, elle n'est pas là pour fermer des sites, mais pour essayer de les faire vivre, et on se bat aussi. Voilà, Monsieur, on vous fait même pas ce reproche-là, monsieur Renaudin. Monsieur, le lapsus. Non, s'il te plaît. Renaudin, où es-tu? Sortez de ce corps. Il a parlé pareil. Non, mais on vous accuse même pas de ça. On vous accuse, en tout cas, on vous reproche plutôt d'exécuter bêtement des ordres qui viennent de Londres. Voilà. Et à un moment donné, vous êtes aussi des patrons, et vous avez le droit de vous révolter, vous avez le droit de taper sur la table, et vous allez dire à Mittal, vous ne tuerez pas l'industrie, vous ne tuerez pas notre industrie. Voilà ce qu'on vous demande. Et malheureusement, ça peut ne pas plaire lorsqu'on le dit, on a l'impression, à vous de nous démontrer qu'on se trompe, qu'on a ici, mais pas seulement à Florence, dans le groupe, on n'a que des bons petits soldats. Monsieur Renaudin est très bien payé pour faire le VRP, pour faire le facteur. Alors il a un très bon salaire, il a un très bon statut, il a une très belle voiture de fonction, il a un très beau chauffeur. Il est où le chauffeur? Il est pas là. Bref, mais voilà, on ne demande pas des VRP à la tête des usines. Être patron d'une industrie, c'est aussi dire à nos dirigeants, à nos actionnaires, vous vous trompez les mecs. Vous êtes en train de tuer la poulouse d'or. Parce que le meilleur capital de Mittal, il est ici, là. C'est les salariés. Il ne sait pas faire de l'acier sans nous. Il ne sait pas faire de l'acier sans nous. Voilà. Et vous, le facteur de Renaudin. Une fois que la poste est ok, c'est pas la direction. Donc, en nous demandant d'être raisonnable dans nos actions de blocage, étant donné que vous savez très bien qu'il y a une ordonnance de justice qui est toujours valable, et que vous êtes toujours entre guillemets en infraction par rapport au terme. Là, moi je suis né en infraction. Non, mais laissez-moi terminer, M. Martin, que vous êtes en infraction par rapport au terme de l'ordonnance et qu'à tout moment le concours de la force publique peut être octroyé donc pour libérer les lieux. Voilà, c'est le message que vous venez nous porter. Oui, c'est de vous demander d'être raisonnable et de ne pas faire d'entrave, à la libre circulation des personnes et des biens, et notamment permettre aux gens qui veulent travailler dans leur bureau de rentrer dans leur bureau. On voulait même rentrer avec les médias, ils nous l'interdisent. Après qu'on va faire rentrer tout le monde. Vous dites à monsieur le préfet que le message est bien reçu. Et c'est quand même extraordinaire que dans ce pays, on demande à des salariés qui sont là pour défendre leur outil de l'emploi d'être raisonnables. Donc si vous voulez porter un message au préfet, dites-lui bien qu'il faut que l'on appelle à la raison M. Mittal et pas les salariés. Nous, la raison, c'est qu'ils viennent avec nous, quelqu'un qui a un minimum de pouvoir, qu'ils viennent discuter avec nous et qu'on trouve vite une solution. Plus vite on aura trouvé une solution et plus vite on va rejoindre nos postes de travail et tout ça, ça va être terminé. On aspire qu'à ça, monsieur. Et vous le savez, vous nous connaissez. Donc celui qui doit être raisonnable, c'est pas nous, c'est celui qui est là-haut à Londres. Là. Donc je porterai votre message. Donc si monsieur le préfet a envie de nous donner un coup de main et il a envie que ça se termine, c'est qu'il appelle l'autre là-haut qui est à l'Elysée et qu'il lui dise écoute Nicolas, sors-nous de cette merde parce qu'on n'en peut plus, appelle ton ami Mittal et dis-lui qu'il nous trouve une solution. Vite fait, bien fait. Et vous avez raison de dire que nous aussi on est attachés à la liberté de travail, mais à la liberté de travail de dimanche. Et ça passe par le redémarrage de la filière liquide et thermage. Parce que les salariés qu'on impose à la maison le chômage,
ils ne se posent pas la question, quelle liberté du travail ils ont? Ils perdent du fric et ils n'ont pas de visibilité pour l'avenir. Donc, oui, on est pour la liberté du travail, mais sans restriction, pour tout le monde, de l'Ouest à l'ingénieur. Parce que monsieur le préfet, il met la même pression au groupe. Ça, je l'ignore, mais je pense qu'il n'est pas inactif. Ça dépasse mes critères de compétence et de connaissance. Depuis Voilà, vendredi, qui s'est passé le week-end, puisque Nicolas Sarkozy a dit que les représentants de l'État n'ont pas de week-end, n'ont pas de vacances. Ils ont embauché les PTT. Nous sommes mardi et on espérait, on était en droit d'attendre une réponse Je vais rien vous dire là-dessus, M. Martin, vous le savez très bien. Mais je sais, mais comme vous allez porter notre message, dites-lui bien que nous sommes déterminés, on a l'impression qu'il n'a toujours pas compris, et si l'État français estime qu'il est juste d'envoyer les forces de l'ordre pour déloger des gens qui n'aspirent qu'à une chose, travailler et garder leur outil, ben ma foi qu'il le fasse. Chacun devra assumer ses responsabilités, nous assumerons nos responsabilités. Voilà. Mais, encore une fois, il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura pas d'effusion de sang. On est digne depuis le début, on restera digne jusqu'à la fin. Les Français jugeront. La violence, elle n'est pas du côté des salariés. Donc, je vais reporter votre message. Et puis vous dites qu'on y est, on y reste. On y est, on y reste. Et s'il estime que c'est son devoir de faire exécuter une décision de justice, c'est bien ma foi qu'il le fasse. Il est payé pour prendre ce type de décision. D'accord, ok. Et nous sommes mandatés pour tenir le piquet autant qu'il faudra. D'accord, ok. C'est vrai que s'il faut envoyer les forces de l'ordre pour entamer le dialogue social, c'est un peu compliqué quand même. Tout à fait. Voilà, bon, là c'est parlementaire, je pense que parlementaire ça veut dire parler. On est dans une démocratie et je pense que le dialogue social est quand même nécessaire pour notre société. Je viens d'avoir le directeur du site au téléphone qui me dit en gros qu'il a peur de venir et qu'il ne veut pas parler devant les caméras parce que bon voilà. Et à partir de là, je crois qu'il faut effectivement dire au préfet que s'il n'y a pas au moins le directeur du site qui a discuté avec les salariés, il ne peut pas s'attendre à ce que les salariés le sortent parce qu'il ne faut pas leur envoyer le sous-fifre qui ne pourra rien décider. Bon, je lui redirai. On a eu la naïveté de croire en l'État régalien, c'est-à-dire qu'ils étaient là pour protéger les plus faibles. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est nous qui sommes en position de faiblesse, parce que les décisions, elles nous tombent de très loin, depuis Londres. Et je constate avec beaucoup d'amertume, pour ne pas dire autre chose, que l'État est du côté des puissants. Et l'État peut avoir des leviers. D'abord le contrôle des fonds publics en direction des entreprises, renforcer les pouvoirs des représentants du personnel pour qu'il y ait une démarche suspensive des mesures des entreprises et la possibilité aux entreprises d'écouter les propositions alternatives, d'accepter la commission d'enquête sur la sidérurgie qui a été proposée au mois de décembre, et puis de rentrer dans le capital d'Arcelor par l'intermédiaire du fonds d'industrialisation. Voilà. Donc, en même temps, monsieur le commissaire, il a des possibilités. Hein le commissaire, il n'est pas ah oui, mais le commissaire, il n'est pas voilà. seulement là pour faire passer le message de dire il y a une ordonnance, faites attention parce qu'elle est toujours d'actualité. C'est aussi votre message de refaire monter ce que nous on a dans la tête. Ce qui pose problème quand même. Vous n'avez peut-être pas le pouvoir, mais vous pouvez être l'interlocuteur. Si vous êtes venu ici, c'est que vous êtes mandaté effectivement par le préfet. Tout à fait, c'est ce qui m'a été dit, voilà, par le préfet. Ça, c'est ce qui m'inquiète à la limite le plus, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie position de l'État de confirmer en gros le non-dialogue avec la direction d'ArcelorMittal. Et ça, c'est extrêmement gênant. Donc ça veut dire que même si l'ordonnance est mise en œuvre et la force publique est utilisée, ça ne sera qu'une étape dans une lutte qui prendra d'autres formes derrière, inévitablement. Ça, monsieur le député, je suis pas en terrain de connaissance là, voilà, faut être clair. Ça me dépasse parce que ça paraît évident qu'il n'y a plus aucune volonté de dialogue et ça se terminera pas dans la violence de notre côté, ni les élus, ni les syndicats, mais je pense que la violence viendra de ceux qui sont les plus puissants, c'est-à-dire en fait aujourd'hui l'État qui pendant encore quelques semaines va essayer de tenir bon jusqu'au moment où effectivement le peuple tranchera. Il est en train de nous fatiguer là. Voilà. Nicolas Sarkozy devrait être avec nous sur le piquet de grève à nous applaudir. Il devrait être fier de notre combat. Il s'adresse dans ses discours à la France qui se lève tôt, à la France qui travaille. Et la seule réponse qu'il envoie à cette France-là, ce sont les CRS. Et il devrait être là à nous applaudir, en disant à ses compatriotes, à ceux qui viennent l'applaudir à Villepinte, voilà la France que j'aime, ben cette France-là je vais la protéger.
et je vais l'aider à gagner son combat. Il veut quoi? Avoir 3000 mecs de plus à l'UNEDIC? Et le même, il va encore nous faire un référendum. Regardez les feignants qui profitent du système. On veut profiter de rien, nous. On veut simplement profiter du fruit de notre travail. Voilà ce qu'on veut. Sauf que l'État, la seule réponse, c'est on vous envoie les CRS. Ben, très bien. Chacun en prend acte. Monsieur Nicolas Sarkozy envoie les CRS aux travailleurs d'ArcelorMittal Florange. Pour le moment, je non mais suis tout seul. Vous venez de menacer. C'est un message. C'est pas un message. Vous venez de menacer et vous êtes le représentant de l'État ou pas? Je ne suis pas le représentant de l'État, je suis le commissaire central de Thionville, ce qui est comme différent. Mais voilà. vous êtes venu porter le message de l'État. Donc, ok. Alors vous dites à monsieur le préfet que si lui il préfère nous envoyer des CRS, eh ben on en prend acte. Et sans enlever la responsabilité de Mittal, parce qu'en finalité, c'est Mittal et le gouvernement qui va lui envoyer les CRS. C'est quand même Mittal qui a fait un référé. Hein. Sans rancune. Donc, mais la prochaine fois, je vous mets un coup de boule quand même. Quoi. Non, je plaisante. Non mais c'est vous calmez-vous. Non, calmez-vous, on perd le boulot. Non, vous voulez pas un minimum. Mais nous travaillons aussi, on travaille nous, on travaille, vous travaillez nous. Mais on est chez nous ici, putain, on est chez nous. Ah, c'est pas comme on travaille ici, 25 ans, on travaille là. On trouve pas quoi. Laisse rentrer les gens. Faites pas rentrer tous les gars. Laisse rentrer. Dans ce cas-là, ça sert à rien que tout le monde. Oui, mais je comprends. Ils t'ont quand même pas donné l'ordre de nous taper. Si on vous pousse, la caméra rentre, caméra. Celui-là. On a vraiment une direction de merde. On a vraiment une direction de merde, les amis. Sachez-le, c'est rien contre vous. Le jour que nous on n'est plus là, t'as plus de boulot. Le jour que nous on n'est plus là, t'as plus de boulot. Il y aura peut-être ailleurs, mais tu n'auras plus de boulot à Florange. Et si aujourd'hui t'es là, c'est grâce à nous. Ou à cause de nous, je sais pas comment il faut le dire. Donc essayez de comprendre qu'on n'a rien contre vous. On sait très bien que vous êtes là pour gagner votre route, nous aussi. On essaie de défendre dignement le boulot. On n'a pas envie, les apprenants, vous êtes beaucoup plus costauds que nous, mais on n'a pas envie de se foutre la gueule avec vous, comprenez-le. Allô. C'est tout. Voilà, alors Allez, on perd du temps, on y va. Et après, il sort. On sort normalement, comme on est retour. Ah, on est d'accord. Bon, allez, les gars, on y va. Ok. On va à l'autre côté. Voilà. À part il y a presque un mois, à aucun moment la représentation nationale n'a été informée de quoi que ce soit, ni par le directeur du site, ni par d'autres. C'est pour ça que je me suis permis de présenter hier soir sur le vidéo. Limite ridicule, parce que c'est pas simplement au moins un échange technique, stratégique, qui sert vraiment de relais. C'est un temps où Henri de Lafare, on recevait très régulièrement, pas la pub d'Henri de Lafare, mais simplement que l'état d'esprit a changé. Il y avait au moins un échange, on n'était pas toujours d'accord, mais il y avait un dialogue. On donnait des explications, on était d'accord, on n'était pas d'accord, mais au moins il y avait une explication. On pouvait répliquer, et après chacun faisait son parti. Mais on n'a jamais eu cette violence. J'ai jamais été là. Ou alors c'est le signe qu'effectivement c'est la pré-fermeture. C'est-à-dire qu'un jour on arrivera le matin et tout sera fermé. Il n'y aura plus que les vigilants. Il n'y aura plus personne qui restera. Donc si c'est l'avant-goût, on va quand même pas se laisser. On va pas se laisser mourir la mourir, ça va dire. Voilà. Ce mec-là, il vit dans une tour d'ivoire. Voilà. Voilà à qui on a affaire. Voilà à qui on a affaire. Ah bon, en général, le problème c'est que dès qu'il voit un syndicaliste, regarde Metz, par exemple, il est en train de nous faire des confidences, il arrête. Alors, je vais lui dire, bon, de quoi on se voit dans le train, ça sera franchi. Donc, le petit rapporteur. Donc, vous voyez s'il y a des confidences à dire au préfet, aux députés et pas aux syndicalistes, c'est inavouable.
C'était rien que l'annonce de l'arrêt des hauts fourneaux. Quand on est clair, tu l'as su avant nous alors. Oui, bien sûr. C'est un délit d'entrave. Je pense que tu le savais avant. C'est un délit d'entrave. Tu l'as pas dit. C'est un délit d'entrave. Je pense que vous ne devriez pas jouer avec cela. Non, on va pas. Non. Ça veut dire simplement que si on est clair dans notre message, je sais pas moi, je suis peut-être naïf de ce côté-là, mais il devrait venir s'expliquer face à vous, de manière à ce que tout le monde puisse comprendre. Il a toujours refusé. Hein, il a toujours refusé. Mais c'est extraordinaire quoi. Je demandais à Robert, hein, la préfecture, on était deux à l'attendre, il nous a refusé de nous parler quoi. Donc on est voilà, tu demandes à Robert, il est juste derrière toi. Je sais pas quelle analyse on tire après. Il y avait aucune caméra. On a la nôtre. Il répond même pas à l'agence France Presse, donc. Et il faut que vous veniez avec des massacres planqués, vous savez comment on a fait. Mais là, même sans caméra, il ne parle pas. Pas de mauvaises idées. Après, ils auront plus besoin de nous. Ah oui, toi tu peux pas te déguiser. Ça faut pas noter ça. Il peut pas se déguiser le Martin. C'est vrai que je peux pas me déguiser. Si demande pour qui? Parce que qu'ils viennent causer aux salariés. S'il vient causer aux salariés à partir de la on l'écoute depuis derrière la barrière. Il ne vient pas, je suis désolé de vous le dire, on n'a pas envie, mais on va se musculer un peu. On n'attend pas longtemps, hein, pas l'après-midi. Hein. Vous avez comme leurs coordonnées. Vous attendez l'appel. Nous, j'espère que vous l'avez compris, c'est qu'on n'a rien contre vous. On n'a rien contre vous, on n'a pas envie. Je sais bien que vous êtes entre le marteau. Mais comprenez. Vous savez, ça c'est comme un rat. Quand il est piégé, vous sautez à la gorge. Nous, on est piégés comme des rats. C'est pas contre vous, c'est contre eux là.